bonjour à toutes et à tous, et puis merci à l'INRS pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter effectivement une action de maintenance industrielle qui a été menée par la Direction des risques professionnels de la CARSAT Sud-Est sur ces 4 dernières années. Et donc, sans être dialectique, je vais vous faire une présentation en 3 temps, pas très originale, mais au moins on a l'habitude, avec une première partie sur laquelle je vais insister un petit peu avec le contexte et l'analyse de la situation sur ces processus de maintenance. La deuxième partie concernera la notion de typologie des accidents et des incidents. Et la troisième partie, on essaiera de se projeter un petit peu dans des actions et perspectives à ce niveau-là. Voilà. Alors, contexte et analyse de la situation. Alors, au sujet de la maîtrise du processus travaux de maintenance, en fait, on a eu une demande de nos partenaires sociaux, CARSAT Sud-Est, organisme paritaire, du comité technique régional numéro 1 de la CARSAT Sud-Est, avec la question de dire, voilà, notamment, mais pas que, autour de l'étang de Berre, il y a des processus de maintenance assez fréquents qui se passent. Vous voyez tous la zone industrielle. Il y a des choses qui se passent très très bien, et puis de temps en temps, il y a des incidents, il y a des accidents, fort heureusement sans gravité, et il y avait une préoccupation de la part des partenaires sociaux du comité technique régional de mieux comprendre exactement ce qui se passait. Alors nous avons pris une quarantaine d'entreprises intervenantes et utilisatrices en maintenance industrielle, essentiellement sur le pourtour de l'étang de Berre, mais avec quelques cas qui se trouvaient en dehors. On voulait un petit peu voir cette notion de correspondance, avec dans l'idée quand même de faire une analyse du processus de maintenance, des travaux de maintenance. Alors les référentiels, on en a parlé beaucoup. Bon, on a notamment utilisé la recommandation de la CNAM R474, mais également le D129 dont on a parlé déjà au cours de cette journée, et puis d'autres référentiels, on pourrait citer aussi des référentiels normatifs. Nous avons donc mené des enquêtes d'incidents et d'accidents que nous avions menées nous-mêmes à la CARSAT, qui ont le désavantage, je pourrais dire, en général, d'être caractérisés par un certain niveau de gravité, et ça nous avait un petit peu embêtés. Et nous avons, en collaboration avec le MAS de Méditerranée GEFIS, je vous laisse prendre connaissance des abréviations, que je remercie d'ailleurs, parce qu'on a pu travailler avec une transparence, avec uniquement la règle que les enquêtes étaient anonymisées, et ce qui nous a permis d'enrichir ces éléments. L'idée, c'était de dire, en tout cas c'était le pari qu'on avait essayé de faire, et d'où le mot expérimental au départ, c'est qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver, et donc c'était le but de la démarche, c'était d'essayer d'identifier en fait des typologies d'écart entre ce qui était initialement prévu, sur des travaux programmés, prévus, et ce qui se passait dans la réalité. Et le tout entre l'amont des travaux et sa réalisation. Alors, nous sommes partis, j'allais dire, d'un processus tout à fait classique qui part d'une commande, et puis ça vient d'être présenté juste à l'instant, de la part d'un industriel qui a des travaux à faire, à une entreprise sous-traitante qui va intervenir dans cette entreprise utilisatrice. Il y a une commande, il y a une phase de préparation amont des travaux où on va retrouver des notions comme l'analyse a priori des risques, le plan de prévention. Certains appellent le bon de travail également. Il y a des modes opératoires qui ont été prévus pour faire l'intervention. Il y a un plan de consignation qui est prévu pour mettre les équipements en sécurité. Il y a une phase ensuite réalisation des travaux. On va retrouver des notions comme la mise au travail, des changements de situation de travail parce qu'il se trouve que les choses ne se passent pas forcément comme c'était prévu, la consignation qui est réellement effectuée, une notion de coactivité si plusieurs entreprises interviennent en même temps, jusqu'à la fin des travaux et la restitution de l'équipement industriel à son propriétaire, c'est-à-dire au fabricant à la limite. Propriétaire n'est pas le bon terme, mais en tout cas au fabricant pour qu'il puisse reprendre la production. Alors, les premières tendances que l'on a pu voir se dégager, c'est qu'en fait, la plupart des écarts se passent sur ces 3 éléments. Le premier, c'est l'analyse des risques et le plan de prévention, avec des écarts qui n'étaient pas souhaités et qui se retrouvent donc pouvant occasionner soit des incidents, soit des accidents, soit des expositions professionnelles. Le deuxième type d'écart, c'est la mise au travail,
avec une notion qui est quand même importante et qui a fait pas mal discuter, qui était la visite sur place au moment de la mise au travail. Et le troisième type d'écart, c'est le changement de la situation de travail. Alors, si on regarde un petit peu en termes de graphisme, qui est toujours plus sympathique, on voit très bien que la typologie des écarts entre le souhaité et le réalisé qui a pu conduire à des changements qui ont donné à des incidents, des accidents, des expositions professionnelles, sont bien à ces trois niveaux-là. Alors, sur l'analyse des risques et le plan de prévention, personne n'a été surpris. Bon, c'est quand même toujours une étape assez difficile de faire un plan de prévention et de faire une analyse a priori des risques. On a été un peu plus gêné par la notion de mise au travail et de visite sur place, sur lequel il y a eu quelques difficultés qui ont été relevées. Et puis également sur la notion de changement de situation de travail. Et pour vous illustrer un petit peu quelques exemples datés, donc vraiment très très rapidement, le premier concerne une brûlure chimique lors d'une intervention de maintenance. Alors, l'état des lieux est le suivant, hein, opération de maintenance sur une pompe qui se trouve au-dessus d'un bac de rétention en béton, bon, peu importe à ce niveau-là. Analyse des risques, plan de prévention, nettoyage du circuit, consignation, mise à disposition tout à fait intéressante et sur lequel on ne relève aucune anomalie dans l'analyse d'incident. Il se trouve qu'entre le moment de l'analyse des risques et l'intervention, il s'est passé quelques jours, et même s'il ne pleut pas beaucoup chez nous, des fois il pleut, et il se trouve que la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus exactement, il a plu, et donc le bac de rétention était sinon humide, en tout cas pas noyé, mais en tout cas humide avec des flaques. Donc lors de l'intervention, donc pas de mise au travail, donc le compagnon intervient sur la pompe, tout se passe très très bien. À un moment, effectivement, lors de l'opération de manutention de la pompe, qui n'était pas d'une masse très importante, hein, en tout cas c'était bien pensé à ce niveau-là, il pose un genou à terre sur une zone humide, hein, et se retrouve quelques instants après, quelques minutes, dizaines de minutes après, avec une douleur au genou. Il se rend compte qu'il est mouillé, il soulève son pantalon, et effectivement, il a le début d'une brûlure chimique avec une rougeur pas très importante, effectivement, qui soignera par une crème dermatologique, mais il y a eu incident. Bon. Donc, personne n'a vu qu'effectivement, la configuration de travail, puisqu'il n'y a pas eu de mise au travail, était un peu différente que celle qui était initialement analysée. Alors, c'est tout simple à comprendre a posteriori, pas forcément a priori, mais il se trouve qu'il y avait vraisemblablement eu des fuites de soude avant, que cette soude, la partie humide s'était évaporée, il restait certainement des cristaux qui, avec la pluie, se sont redissous. Et donc, il est certain que les flaques qui étaient présentes ou l'humidité qui était présente devaient avoir un pH qui n'était pas neutre du tout. Cas numéro 2, qui est aussi intéressant à ce niveau-là, c'est maintenance d'un pont roulant. Et la configuration est assez intéressante puisque dans ce cas-là, on ne se retrouve pas dans une entreprise de chimie ou de métallurgie du pourtour de l'étang de mer, mais plutôt dans une des entreprises que je vous ai citées tout à l'heure et qui est dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc arrêt d'été, maintenance d'un pont roulant qui se fait en bout de rail, par un accès sécurisé contre les chutes de hauteur, un accès par une échelle à crinoline avec une zone tout à fait conforme. Il était prévu pour ce pont roulant de faire effectivement une maintenance préventive et juste après la vérification générale périodique de l'appareil de levage, ce qui permettait après de l'utiliser dans toutes les opérations de maintenance qui allaient durer 15 jours pendant cet arrêt. Donc c'était l'entreprise utilisatrice qui était propriétaire de ce pont roulant, l'utilisateur. Il y avait l'entreprise qui intervenait sur la maintenance. Il y avait une autre entreprise qui intervenait sur la maintenance, là aussi, préventive, de groupe hydraulique qui se trouvait en dessous de la zone de garage du pont roulant. Donc au moment d'établir le plan de prévention, avec 3 entreprises qui avaient une culture de prévention assez conséquente, la situation de travail superposé est immédiatement vue. Donc, impossible de travailler en même temps et qu'on ne peut pas faire de la non-coactivité géographique parce que la géométrie est ce qu'elle est. On enlève la coactivité par une notion temporelle. Donc, il était prévu l'intervention sur le pont roulant
puis le lendemain, l'intervention sur le groupe hydraulique. Donc le travail se déroule correctement, et puis la maintenance est faite, la vérification est faite, et le lendemain, on travaille sur le groupe hydraulique, et le pont roulant est utilisé dans l'atelier pour charger. Et là, on se rend compte qu'il y a un bruit dans la translation du pont roulant, et ce bruit-là pousse l'entreprise qui est intervenue à le remettre au point de garage, à démonter un carter qui frottait sur l'arbre de translation, et pendant l'opération de démontage, le carter tombe à quelques mètres de la personne qui faisait la maintenance du groupe hydraulique. Donc, incident, pas d'accident fort heureusement, et personne n'a vu la situation qui avait été préalablement identifiée, pourtant dans le plan de prévention. Le cas numéro 3, c'est l'amiante, c'est un décapage au jet d'abrasif. J'allais dire, le cas est encore plus simple à ce niveau-là, c'est un problème d'évaluation des risques et de repérage avant travaux. Donc, rapidement, on peut, et vous en prenez connaissance, avoir la notion sur la mise au travail, parce que ça c'est quelque chose qui est important, un travail aussi important sur l'amiante qui est mené par nos soins avec les professionnels du secteur concernant la norme NFX 4600. Et avant toute autre action, il est bon quand même de rappeler quand même que, quel que soit le référentiel utilisé, ce dernier, je vous renvoie le D902 de l'INRS, ne peut être que efficace, valable et en tout cas performant que si un certain nombre de valeurs essentielles et de bonnes pratiques sont mises en œuvre, chose que l'on fait effectivement à ce niveau-là. Donc, sur les actions et perspectives, il n'y a pas 36 000 solutions, et je pense que là-dessus, j'allais dire, tout le monde a été conscient un petit peu de ces écarts qui ont permis, j'allais dire, de bien cibler les axes de travail. Donc, au niveau du référentiel, s'agissant d'un référentiel, là, qui n'est pas la propriété du réseau, qui est le référentiel MAS, bon, un travail qui est en cours, effectivement, au niveau du référentiel pour avoir une attention particulière sur les points sur lesquels les écarts ont été relevés. De même au niveau des audits, c'est-à-dire de la procédure qui va permettre de pouvoir évaluer l'entreprise dans sa montée en compétence vis-à-vis du référentiel. Et sur l'amiante, effectivement, la poursuite du travail à ce niveau-là. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci.